Comment fonctionne l'estime de soi et comment elle se bâtit et à quoi elle sert finalement. Donc aujourd'hui, voyons ensemble comment bâtir son estime de soi. D'abord, il faut commencer par dire que il existe des vies entravées, beaucoup. 100% quelque part des patients qui consultent un psy, quel que soit le psy, bah, c'est parce que justement ces personnes ressentent des entraves à leur vie et à leur développement personnel. Donc c'est pas par manque d'intelligence, c'est pas par manque de capacité, c'est par manque d'estime de soi. À chaque fois, on a des fils rouges à peu près similaires. Par exemple, j'ai une patiente qui enchaîne les relations toxiques, professionnelles, amoureuses. Enfin, elle vit de ça tout le temps, elle vit dans ça. Et pourquoi? Parce que finalement, il y a une partie d'elle qui ne s'autorise pas à avoir davantage de valeur et donc forcément, elle se laisse dominer, quelle que soit la situation dans sa vie. J'ai un patient qui s'appelle Maël qui, lui, n'ose jamais décider. Donc, en fait, il y a des subterfuges, on voit bien comment ça se passe. C'est qu'il donne la prééminence à l'autre, et toi, qu'en penses-tu? Ça a l'air vraiment très, très noble. Ça a l'air même d'être de l'empathie, puisque ça permet, disons, d'être dans la relation avec cet autre. Sauf qu'en réalité, c'est une stratégie d'évitement, puisqu'à aucun moment, il est en mesure de pouvoir décider quoi que ce soit, puisque lui-même, dans son manque de valeur, a décidé d'abolir sa pensée quand il était petit, et ça s'est propagé à son âge adulte. J'ai une autre patiente, Pauline, qui, elle se dégrade elle-même comme on entretient une punition. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, par manque d'estime d'eux, sont capables de maintenir en place un dogme, c'est-à-dire un empêchement, une entrave, quelque chose qui a été vécu dans l'enfance, et qui, comme par enchantement, devrait persister même si les conditions ont changé. C'est-à-dire que même si les personnes qui l'obligeaient à ça, en l'occurrence son père, mais ça peut être n'importe quelle figure d'attachement, étaient encore présentes. Donc je lui dis, mais regardez bien sous la table, au-dessus de l'armoire, il n'est pas là, il n'est pas là, ne vous entravez pas en répétant un schéma alors que la personne qui l'a initié n'est plus là pour vous le faire supporter. Donc c'est ici qu'on rencontre mon concept de la trilogie inconsciente autour de l'estime de soi, parce que cette trilogie inconsciente que je vous évoque si souvent, c'est pour moi un concept central autour des erreurs répétitives. C'est-à-dire que cette Pauline, en l'occurrence, mais tant d'autres peuvent représenter ce schéma, sont dans une situation qu'ils doivent normaliser parce que sinon ça engendrerait trop de souffrance. Donc la bonne option finalement de la normalisation d'une situation de souffrance, c'est de cesser d'en souffrir. Le problème, c'est que quand on normalise une situation, c'est logique qu'on la reproduise ou sur soi, donc une dévalorisation ancienne, très historique, que on reprendrait à notre propre compte, on continuerait de se dévaloriser, alors que la personne au départ qui était là n'est plus là et pourtant ça se maintient. On peut aussi reproduire sur autrui. C'est-à-dire que j'ai été, par exemple, frappée, mais ça m'a aguerri, ça m'a endurci. Et maintenant, je considère que c'est comment dire, une façon d'éduquer son enfant qui est tout à fait efficace. La preuve, regardez ce que je suis devenue. Et donc, finalement, on se remet à faire quelque chose, on se met à faire quelque chose dont on a souffert initialement. C'est quand même terrible de réaliser ça. Et puis, il y a le pire des scénarios dans la trilogie inconsciente, c'est qu'on reproduise à la fois sur soi et sur l'autre. C'est-à-dire qu'on va s'humilier et dégrader l'autre par projection parce que c'est trop insupportable. Enfin, il y a des tas de scénarios possibles que je peux même pas vous égrener tellement il y en a. Mais en fait, au fil de ma pratique, je constate que les gens sont généralement dans un de ces scénarios-là et qu'il est bon de décrypter de manière à ce que précisément ils n'adviennent plus. Parce que le principe que je défends, c'est qu'une, comment dire, une répétition qui viendrait à la conscience, bah, ne peut plus logiquement se répéter. Enfin, heureusement d'ailleurs que ça se produit comme ça. On ne peut répéter que ce qui est inconscient, en principe. La psychanalyse est justement là pour éviter que les gens se mettent à faire des résistances, c'est-à-dire qu'ils réfutent l'idée que même en comprenant les choses, ça puisse changer quelque chose. En fait, évidemment que ça change quelque chose, mais eux le réfutent. Donc en fait, la trilogie inconsciente, donc des erreurs répétitives et l'estime de soi seraient liées
parce que, en fait, quand l'enfant souffre et qu'il apprend à se déconsidérer comme on le lui a appris, eh bien, il va évidemment fragiliser son estime de lui et adulte, il va, reproduire ce qu'il a toujours connu, c'est-à-dire une mésestime. Donc les 2 sont liés. Alors, l'estime de soi, on fait souvent la confusion. Ça n'est pas la confiance en soi. En fait, c'est vraiment l'équation confiance en soi, plus amour de soi, plus image de soi, hein, cette fameuse équation qui vous a tant plu dans les extraits de ma conférence sur la santé mentale. ES égale CS plus AS plus IS. Confiance en soi, amour de soi, image de soi. Donc, ce sont pour moi 3 piliers fondamentaux et on est rarement déficitaire des 3. Donc c'est intéressant de voir où le bas blesse, dans quel endroit. Je le répète, la confiance en soi, c'est un sentiment intérieur de compétence. On a une conviction, une intuition, quelque chose qui est sûr en nous, que l'on va pouvoir agir efficacement. Heu, Ça dépend en fait de ce que l'on met en place nous et ça nous appartient. Donc en fait, c'est assez intéressant de voir que il y a des gens qui ont un manque d'estime de soi, mais en revanche une certaine confiance en soi. Ils savent qu'ils peuvent faire quelque chose, alors que pour autant ils ne vont pas en vivre les fruits, puisqu'ils ne vont pas se valoriser malgré le fait qu'ils fassent les choses de manière efficace. C'est par exemple typiquement le syndrome de l'imposteur. L'imposteur est quelqu'un qui se sent très déficitaire. Il pense que tous les jours, on va le dévoiler, il va être démasqué. Et pour autant, il reçoit des compliments parce qu'il travaille très bien, forcément. Il est tellement d'ardeur à ça. Et il sait qu'il peut le faire. Il sait qu'il fait du bon boulot. Mais il a peur quand même que le contraire se voie. L'amour de soi, c'est un autre pilier de l'estime de soi, c'est la notion d'acceptation fondamentale. C'est-à-dire que on a une certaine forme de d'honnêteté intellectuelle vis-à-vis de nous-mêmes et on considère qu'on est quelqu'un de bien. L'amour de soi, c'est être quelqu'un de bien. Donc c'est quand même très, très important et on peut être déficitaire en estime en se sachant honnête, loyal, humble, jamais hypocrite, franc, engagé, impliqué, appliqué. Vous voyez, ça n'a rien à voir en réalité. C'est la combinaison de tout qui fait l'estime de soi. Et enfin, le troisième pilier, l'image de soi, c'est évidemment la représentation qu'on a de soi-même. Et c'est une image qui se construit à la fois en soi, mais il est vrai qu'au départ, elle vient d'autrui. Et ça, c'est crucial à comprendre parce que c'est ce qu'on appelle dans mon jargon le narcissisme primaire. C'est-à-dire que quand on vient au monde dans une famille, si on sent que durablement, de manière constante, on reçoit une bienveillance, des réponses adaptées et surtout un merveilleux émerveillement de la part de nos figures d'attachement, ben forcément, ça va nous permettre d'intégrer en nous qu'on est quelqu'un de bien, qu'on a de la valeur, qu'on peut avoir confiance en nous, que notre image est plutôt bonne et qu'on produit du bonheur, donc on a de la valeur. Sauf que l'image de soi, elle est souvent, difficile à mettre en place parce que les parents sont pas aussi, clairs que ça. Il y a parfois des ambivalences. Par exemple, «Je t'aime, mais ce que tu fais, c'est pas bien du tout». Alors je dis pas qu'il faut pas le dire, mais quand c'est répété de manière outrancière et constante, là ça dégrade quand même l'image de soi et donc l'estime de soi. Donc en fait, il y a des fois, par exemple, où il y a des parents qui brandissent leurs enfants comme des trophées, parce qu'ils représentent un facteur positif de leur propre image à eux. Mais au-delà de ça, l'enfant n'est pas grand-chose. D'ailleurs, il constate qu'on ne lui accorde pas tant d'attention que ça. Donc il y a un côté un peu représentation qui pourrait s'apparenter à une belle image de soi, mais comme l'enfant sait qu'en réalité, il n'y a pas de fondement à ça et que dès l'instant où il n'y a plus de projecteur, eh bien, il est délaissé, eh bien, vous voyez qu'il y a quelque chose qui a du mal à se mettre en place. C'est tellement ambivalent qu'il ne sait pas quoi penser de lui-même. Donc la confiance en soi, bah, un enfant qui dépend fortement de ses figures d'attachement, mais qui n'a pas pu faire seul, comment dire, cette, cette capitalisation de la confiance en soi, bah, il n'apprend pas qu'il peut réussir avec trop d'échecs répétés, qui sont d'ailleurs pointés, bah, ça va construire ce qu'on appelle une impuissance acquise, c'est-à-dire qu'il sait qu'il ne saura pas.
Voilà, ça devient une doxa, ça devient un dogme, et la confiance en soi est terriblement effritée. Donc en fait, pour ça, il faut que l'émerveillement des parents soit constant, montré, démontré, renouvelé, réaffirmé, tant que c'est nécessaire pour que l'enfant se construise en lui une espèce de socle solide et qu'il puisse, vers 3 ans, tourner les talons pour aller explorer un autre monde que la matrice familiale, notamment au travers de son apprentissage de l'école maternelle. L'amour de soi, on a bien compris que sans amour de soi, la moindre erreur devient une condamnation. C'est-à-dire que c'est ça, cet autocentrage tellement manifeste chez les personnes qui manquent d'amour de soi, c'est qu'elles prennent à leur compte tout ce qui est problématique. Et elle laisse évidemment aux autres la gloire et le résultat positif. Donc en fait, elle doute tellement de ce qu'elle représente que dès qu'elles font une faute, forcément, une erreur, en tout cas, ça devient une faute morale. Vous voyez, il y a quelque chose de très dévalorisant et très disproportionné aussi. Et l'image de soi, eh bien, en fait, on comprend que puisque ça se construit dans le regard parental, bah, quand on a des parents qui regardent pas, eh ben, ça fait des enfants vides de ce regard. Et donc, on comprend même bien que ça va très très vite, puisque quelques minutes d'exclusion suffisent à altérer la perception de soi. On se sent alors rejeté, abandonné, enfin ce fameux syndrome ou sentiment d'abandon ou de rejet dont on entend tellement parler et tellement souvent. Alors, si quelques secondes d'exclusion suffisent à dégrader une perception de soi en termes d'image, pensez bien ce que ça donne sur des années de dévalorisation. Donc l'enfant, si l'enfant est moqué, s'il est ignoré, humilié, s'il ne trouve pas sa place dans une fratrie parce qu'on ne la lui donne pas, il va donc intégrer cette image et il va la rejouer bah, voilà, toute la vie, à condition évidemment qu'il cesse de croire que c'est la seule solution possible. Et c'est ce que la psychanalyse propose souvent. Alors comment ça se crée? Vous avez bien compris que les parents, ils sont pour quelque chose, c'est ce qu'on appelle des modèles internes opérants. MIO. Et donc l'enfant intériorise que les parents lui reflètent de lui-même. Donc, il va pouvoir se sentir droit et digne s'il a été regardé avec émerveillement. Et s'il est aimé sous condition, il va apprendre à mériter l'amour. Donc, l'estime de soi s'adosse à des besoins relationnels, sécurité, validation, sentiment d'avoir de l'impact sur autrui, c'est-à-dire qu'on n'est pas invisible, se sentir important, se sentir nécessaire, se sentir compétent, se sentir aimable. Tout ça, ça donne une bonne image de soi et probablement une bonne estime de soi, un amour de soi sincère et des capacités que l'on se reconnaît. Donc, vous voyez bien que les 3 piliers sont là. Dans l'exemple scolaire, c'est assez fascinant. Un enfant qui réussit va développer un schéma de réussite de soi. Donc, il va capitaliser sur ses succès. Mais un enfant en échec qui est dévalorisé dans sa famille va se construire en schéma d'échec. C'est-à-dire qu'il va se protéger par des mécanismes de défense, c'est-à-dire, par exemple, par des systèmes d'évitement. Et il va finir par croire qu'il est incapable et qu'il ne peut plus se présenter à l'école parce que, dans le fond, le fossé s'est creusé et qu'il n'y a pas de possibilité comment dire, de le combler. Ce qui n'est pas vrai. Il suffit simplement de dire à l'enfant, OK, là, tu as eu vraiment une dure période, tu n'as plus cru en toi, mais moi, je continue à croire en toi. Et peu importe, c'est pas grave, cette traversée du désert-là, mais maintenant, on va s'y mettre ensemble et tu vas voir que tu vas pouvoir rattraper ton retard. Même s'il existe, il est rattrapable. Donc en fait, c'est jamais perdu. Donc c'est pas seulement le niveau intellectuel qui va faire la différence à l'école, c'est la représentation de soi. Et je fais une petite parenthèse sur la question du harcèlement à l'école, qui est tellement impressionnant aujourd'hui. Enfin, il y a vraiment un danger manifeste à aller à l'école aujourd'hui. Mais on est bien d'accord que le harceleur aussi, il a une représentation de lui qui est complètement déviante. Et vous avez bien compris aussi que sans le groupe qui l'accompagne, il n'est rien. Donc pourquoi les autres se mettent dans ce groupe du harceleur? Bah, c'est pour pas être harcelé. Donc on voit bien cette fragilité qu'on appelle nous une fragilité narcissique. C'est-à-dire que la victime, elle est victime, je n'ai aucun doute là-dessus, et il faut aider ces enfants à sortir de ce schéma. Mais
peut-être aussi en comprenant ce qui se joue en termes d'estime de soi chez le harceleur pour l'aider à ne plus l'être. Parce que globalement, c'est bien beau de vouloir prémunir les enfants du harcèlement. Ce qui serait mieux, c'est que les enfants n'aient plus à harceler les autres. Donc, on peut avoir évidemment toute l'attention nécessaire, et moi, ça fait partie de ce que je mets en place tout le temps, donc c'est mon credo. Faire attention aux enfants harcelés, mais s'intéresser aussi aux harceleurs en termes de déviance et de santé mentale défaillante. Donc l'estime de soi, si je reviens à ça, bah, ça sert à s'autoriser, ça sert à initier un projet, ça sert à quitter une relation, une situation, ça sert à décider, tout simplement. Moi, je dis toujours, enfin, c'est un de mes slogans, décider, c'est chercher à aller mieux. C'est vrai, en fait. Donc, l'estime de soi, il pourvoit. Et l'estime de soi, c'est comme une escarcelle, vous voyez, comme un panier, heu, avec une jauge, et quand on met des petites, des bonnes, des moyennes actions, des grandes actions, peu importe quoi, et ben, forcément le niveau monte et la jauge monte aussi. Mais si on n'agit pas, en fait, le niveau reste bas. Donc en fait, ce qui désangoisse, c'est l'action. Et pour avoir une meilleure estime de soi, eh bien, en fait, il faut passer à l'action. Donc un tout petit peu de confiance en soi suffit, un tout petit peu d'amour de soi suffit à se mettre en action. Un tout petit peu d'image suffisamment établie de soi suffit à savoir dire non, savoir se projeter, savoir bâtir son avenir, s'incarner tout simplement dans sa propre vie. Moins l'estime de soi est solide, plus la personne va se restreindre. Voilà, elle pense qu'elle ne va rien pouvoir apporter à elle, aux autres, au monde. Donc, c'est ça qui est l'enjeu actuel, c'est d'obtenir de chacun des enfants une estime d'eux-mêmes stable, où ils peuvent devenir sujet de leur vie, où ils sont plus forcément soumis en tant qu'objet des circonstances ou d'autrui ou du pouvoir d'autrui. Donc la question qui se pose, c'est comment la bâtir, l'estime de soi? D'abord, est-ce qu'on peut? Bah oui, on peut. C'est comme une maison avec des fondations. C'est-à-dire que si vous donner le même type d'expérience de vie et relationnelle à quelqu'un qui n'a pas été suffisamment aimé, parfois même négligé. Enfin, il y a des parents qui font des horreurs, hein. Comme je dis toujours, c'est pas parce qu'on est une mère qu'on est bonne et douce, c'est pas parce qu'on est un père qu'on est sécurisant, protecteur et capable de faire découvrir le monde à l'enfant, hein. C'est évidemment ça le problème. Mais si on fait vivre ultérieurement dans la vie d'adulte les mêmes conditions relationnelles que ce que cette personne a vécu initialement, bah, elle va pas pouvoir évoluer. Donc l'idée, c'est de lui apporter autre chose pour quelque part réinitialiser la relation. Et c'est vrai que c'est très intéressant de voir que finalement, quand ça se passe mieux, c'est comme si la personne avait abattu son mur de Berlin. Avant, elle pensait que rien ne pouvait advenir de différent. Et une fois que le mur a commencé à se fissurer, on regarde de l'autre côté, on dit, ah, tiens, c'est drôlement différent. Et donc, réinitialiser l'expérience relationnelle que quelqu'un de traumatisé par son histoire a vécu. Voilà. Ça me paraît important. Donc, il est intéressant aussi de se poser des questions essentielles. Quelles sont mes valeurs? Quel succès est-ce que j'ai moi-même déjà traversé? Si je perdais tout, est-ce que je pourrais me reconstruire? Donc, quand on est en manque d'estime de soi, se poser ces questions-là, qu'est-ce que je vaux? Quelles sont mes valeurs? Est-ce que je suis honnête? Oui. Est-ce que je suis capable de ça? Oui. Est-ce que euh, j'ai été embauchée sur ma bonne mine et mes arguments? Oui. Donc, il y a quand même un terreau comme ça fertile qui demande qu'à émerger et qu'à fleurir. Donc, ce qui est important pour bâtir son estime de soi quand on en manque, c'est d'abord de faire l'inventaire des épreuves qui ont été surmontées, parce que ça a existé. Et puis, c'est d'entretenir ce qu'on appelle des constructions mentales limitantes. Donc, bah, si vous me le demandez, je vous enverrai non pas un questionnaire, mais une liste des barrières mentales, et vous ferez un petit test de qu'est-ce qui vous entrave et qu'est-ce qui pourrait être éventuellement réformé par vous-même, donc devenir sujet de sa vie et non pas objet des circonstances ou de l'histoire. Et puis surtout, je crois qu'il y a quelque chose à imaginer, c'est cesser de disproportionner les choses. Parce que se disqualifier en permanence,
probablement que c'est un peu abusif, en fait. On n'est pas 100% nul, dérisoire, incompétent, inconséquent, inexistant, c'est pas vrai. Les gens qui, par exemple, en réunion, n'arrivent pas à parler, à s'exprimer, ou même qui n'arrivent pas à faire une présentation à l'oral parce qu'ils sont, ben voilà, terriblement affectés par ce qu'ils sont, supposément, eh bien, en fait, ils sont dans une disproportion incroyable. C'est-à-dire qu'il serait bon peut-être de cesser de se rejeter complètement et de s'accorder quand même quelques éléments, notables. Par exemple, quand on ne peut pas prendre la parole dans une réunion où on fait une présentation, il faut quand même se rappeler d'une chose, c'est que l'auditoire n'a pas du tout étudié le sujet. Donc, en fait, ils attendent l'information, l'auditoire attend l'information de la personne qui est censée présenter ce sujet. Donc, il y a quand même une bonne longueur d'avance avant d'être rattrapé, je dirais, hein. Et puis surtout, personne n'attend, en fait, par exemple, d'être un grand orateur. On attend de l'info. Être un grand orateur, c'est un plus, mais on a le droit, même en préambule, de dire, vous savez, moi, la prise de parole en public, j'ai jamais été fan, mais en revanche, j'ai des choses à vous dire. Et donc, c'est finalement focaliser plus sur le contenu de ce qu'on a à dire que la façon dont on va le dire. Parce que c'est quand même ça le plus important, c'est d'avoir des éléments d'information à communiquer. Donc, vous voyez, tout ça, ça permet de revisiter un peu le socle du dogme et commencer à le fissurer pour que finalement s'installe quelque chose de plus juste et de moins disproportionné. Je dirais que l'estime de soi, c'est quelque chose à conquérir, c'est quelque chose de nécessaire pour s'accomplir, et nous sommes tous détenteurs de notre accomplissement. Personne ne le fera à notre place. Donc c'est à nous de saisir cette opportunité pour pouvoir s'améliorer. Et c'est ce que propose entre autres évidemment la psychanalyse, c'est de faire une espèce d'acte d'émancipation psychique. Donc en conclusion, l'estime de soi, bah, c'est pas un luxe, c'est plutôt un socle. Se sentir aimé, se sentir compétent, se sentir légitime. Lorsqu'un des piliers vacille, les autres s'affaiblissent, mais ne rompent peut-être pas. Et donc, en fait, il serait peut-être temps d'identifier lequel de ces piliers est déficitaire pour pouvoir le revaloriser. Bref, vous voyez bien encore une fois, et je le dis tout le temps, mais c'est vrai, c'est bien un acte de verbalisation qui fait qu'on va mieux, qui fait qu'on cherche à aller mieux en tout cas. Donc, pour avancer, bâtissez votre estime de soi, de vous-même. À bientôt.